La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio. En 1921, la Tour Eiffel accueille la première station de radio. 60 ans plus tard, eh bien, c'est la fameuse libération des ondes avec ces fameuses radios pirates qui militent. Alors 100 ans de radio, 40 ans de libération des ondes, eh bien, c'était un anniversaire, un double anniversaire qui se célèbre. Bienvenue dans la fête de la radio. Et ce premier rendez-vous spécial d'une série de 5 émissions. Et aujourd'hui, eh bien, pas mal de monde avec moi sur le plateau. Je vous les présente de suite. À ma gauche, Benjamin Borriès de la Fédération protestante de France, qui crée, chargé de production de radio et de vidéo. Bienvenue. Merci Cédric. Et c'est même un grand plaisir, hein, je le confesse déjà pour démarrer cette émission, de faire ces plateaux ensemble. Avec moi également Moïse Gay de Radio Bonne Nouvelle de Bayonne. Bienvenue. Oui, du Pays Basque de manière générale, tout à fait. Oui, je sais, mais je cite Bayonne, tu vois, pour moi, quand je dis Bayonne, Tu penses au jambon. Ouais. On est d'accord. Surtout à la fête. Non, ça va bien avec la fête de la radio. C'est vrai. Donc Moïse, merci, le gros joker pour ce plateau. Et notre invité du jour s'appelle Joël Attia. Bonjour Joël Attia. Tu as gagné quelque chose, c'est le bon nom. Ouais. Voilà. Et du coup, ensemble, effectivement, on va passer une heure de temps. Et aujourd'hui, on va tout particulièrement parler de la radio. Forcément, ça sera notre thématique sur ces 5 jours. Mais aussi, et pour le coup, bien anniversaire oblige, de la genèse et de l'histoire qui se cache derrière tout ça. Benjamin. Alors déjà, 2 mots sur notre invité, Joël Attia. Vous êtes pasteur de l'église protestante évangélique de la Louvière en Belgique, conseiller spirituel pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens et conseiller en éthique médicale. Vous avez 58 ans. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec beaucoup de joie en tout cas. Voilà, on va discuter ensemble donc de cette passionnante histoire de la radio et puis plus particulièrement de votre histoire avec les radios pirates. Et puis, il faut le dire quand même d'emblée, vous êtes le fondateur de Radio Arc-en-Ciel qui nous accueille sur ce beau plateau vidéo. Merci à Radio Arc-en-Ciel aussi, on peut le dire. et merci d'être avec nous. Alors du coup, et ça va être une petite pratique un petit peu sympathique qu'on va se proposer de faire sur les différents plateaux qu'on va créer pour vous. Eh bien, vu que différentes radios protestantes s'associent pour créer ces programmes, eh bien, on avait l'envie de commencer ces plateaux, ces émissions, avec une citation biblique, un petit extrait de la Bible, qui pourra peut-être aussi un petit peu donner la couleur et le ton des échanges et du sujet du jour. Moïse, c'est toi qui as préparé ça. Tout à fait, et puis pour commencer, je voulais faire une petite exception en changeant un peu le texte biblique pour l'adapter à ce plateau, en tout cas une histoire que je pense on aura l'occasion de revenir. Donc c'est tiré de Ésaïe, au chapitre 40, verset 9. Il est dit « Monte sur une haute montagne, Joël, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Athias, pour publier la bonne nouvelle. » Alors est-ce que ça vous rappelle un peu quelque chose Oui. Ce verset un peu reformulé. Il a été piraté aussi, le verset. Oui. Non, c'est vrai que c'est un verset c'est un beau verset d'abord, qui reste d'actualité. Ça va tout à fait avec un autre verset que j'avais eu justement au début lorsque je suis devenu chrétien, et c'était « Briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole », c'est dans Philippiens. Et donc, je crois que c'est vraiment important de ne jamais oublier notre vocation aux uns et aux autres. Elle est différente dans l'application, mais elle est toujours identique dans notre point de départ. Donc, nous, ça a été la radio, vous aussi, puisqu'on est là. Mais il y en a d'autres, c'est d'autres moyens. L'important, c'est de toujours diffuser ce que nous avons reçu. Et ça va, il y a une sorte de... La souffler ses bougies, une émotion, il y a quelque chose ou est-ce que finalement, 40 ans, mais oui, ça aurait pu être autre chose, c'est pas grave? Oui, surtout, je trouve que c'est plein de joie, de reconnaissance. Ça, c'est une chose qui est importante, et de la fidélité de Dieu. Et puis aussi, la joie de voir que d'autres personnes ont pris le relais. Je ne suis plus impliqué à 100% dans tout ce qui est radio, mais je suis content que d'autres aient pris le relais et qu'il y a encore d'autres médias aujourd'hui. On a d'autres réseaux sociaux. Et je crois que c'est important d'être présent en tant que chrétien sur ces réseaux, parce que nous devrions toujours être en avance dans tout ce qui se passe et dans toute la diffusion qu'on peut faire de l'Évangile. Alors on va prendre la DeLorean, le fameux retour vers le futur. On va voyager 40 ans en arrière, découvrir ces fameuses radios pirates, ce travail qui avait été mené par vous, Joël Attia. Voilà, Benjamin Borriès vous interroge juste après ça. La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
Alors Joël Attia, j'aimerais commencer par une première question un petit peu générale. Un souvenir marquant pour vous qui représente votre expérience à la radio. Alors, si je peux bien, je vais en faire 2, mais très courts, comme ça tiendra dans le temps. Le premier, c'est un de mes amis au lycée qui vient me voir et dit « Joël, tu aimes la musique ? Oui. Tu as des choses à dire ? Oui. Mardi soir, tu viens, on fait de la radio. » Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et la conséquence, c'est mardi, sac à dos, une vingtaine d'albums dans le sac à dos, 33 tours. Ouais. Et je me retrouve sous un toit. Avec, C'était le studio. C'était le studio, avec, oui, on va dire un studio. C'est-à-dire une petite pièce. Voilà. Ouais, une chambre de bonne, quoi. Voilà, c'était une chambre de bonne, tout à fait. Ça, c'est mon premier souvenir qui vient tout de suite. La deuxième chose, c'est quand nous avons eu l'autorisation d'émettre avec Radio Arc-en-Ciel. En quelle année ? C'était en 84, je crois, qu'on a reçu. On en reparlera, oui. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons eu l'autorisation d'émettre à la place de Énergie. Et donc ça, c'était quelque chose. Il y avait eu des manifestations, des centaines de personnes dans les rues. Il y avait des reportages de presse des DNA. Là. Et puis, nous, on était là, petite radio associative. On désirait juste émettre et dire ce que nous avions à dire. Et on a eu l'autorisation. Alors ça, c'est incroyable quand même. Hein. Radio Arc-en-Ciel qui a grillé la priorité à Énergie quand même, qui est une des plus grosses radios encore aujourd'hui. Ouais, c'était assez drôle, quoi. On sent l'âme de pirate d'ailleurs. Hein. Tu lui demandes une anecdote, il en donne 2. Ouais, oui, c'est ça. On sent que les règles vont pas être respectées et que l'ambiance va être joyeuse. Mais ça tombe bien, c'est ça la radio, c'est ça la fête de la radio, c'est ça les radios associatives. Il y a une question quand même à poser hein, pour commencer sur ce plateau historique. C'est quand est-ce que la première fois une radio, une onde a été envoyée en France ? Alors, c'était il y a à peu près une centaine d'années, hein, sauf erreur, et avec des personnes qui voulaient passer de la musique et qui voulaient passer quelque chose, qui voulaient transmettre quelque chose. C'est ça. Et au plus grand nombre, parce que jusqu'à présent, on faisait des petites diffusions sur un public restreint ou choisi. Et là, c'est un coup, tout le monde pouvait pratiquement avoir cela dans les bars, dans les restaurants, ça se diffusait. Et je crois que c'était quelque chose d'important. Mais surtout à l'heure d'aujourd'hui où on ne peut plus aller au restaurant, on peut l'avoir chez soi. Quoi, voilà. Tout à fait. Donc la première diffusion radio en France, c'était le 24 décembre 1921. Un émetteur placé sur la Tour Eiffel, une demi-heure de programme. C'était la révolution à l'époque, bien sûr, il y avait quasiment pas de récepteur, hein, puisque la radio, c'est un enjeu d'émettre, mais c'est aussi de recevoir. Donc, il y a toute l'histoire des récepteurs qui est importante. Et dans cette demi-heure de programme, donc, vous l'aviez un petit peu évoqué, hein, ça a suivi toute l'histoire de la radio. Météo, revue de presse et un petit air de violon. Et ça, dès le début, c'est encore une recette qui marche ? Oui, je crois que c'est ce dont on a besoin, c'est-à-dire une information de proximité, une information générale et un petit peu de plaisir. La musique, c'était là pour le plaisir, parce que le reste, c'était plutôt sec. Hein. Et les premières émissions qui ont eu lieu par la suite, c'était plutôt sec, on va dire. Du coup, vous passiez aussi du violon dans vos premières radios ? Alors, jouer du violon, c'est son truc. Hein. J'ai une anecdote. Un jour, quelqu'un nous a demandé de passer un morceau de Claude François. Moi, j'avais la longueur des cheveux adaptée au type de musique que j'écoutais et je lui ai passé du Rolling Stone. C'est à peu près pareil, on est d'accord. Voilà, c'était une émission de dédicace. On a eu une discussion âpre au téléphone, mais on a maintenu puisque nous n'avions pas de Claude François. Alors, dans la lignée de Claude François, des Rolling Stones, je vous propose d'écouter la première parole protestante à la radio. Bien sûr, hein, on est bien loin de Claude François, vous l'avez compris. Le pasteur Freddy Durleman, qui avait fondé La Cause en 1920 et qui a commencé donc en 1928 sur Radio Paris, un poste privé, à lancer une série d'émissions religieuses. Je vous propose d'écouter un extrait maintenant. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Freddy Durleman, 1928. Alors, c'est pas exactement l'archive de sa première prise de parole. C'est un vieil enregistrement que La Cause nous a envoyé. Mais on est bien dans l'esprit. Ça vous évoque quoi, cette lecture du psaume 90 ? Cet homme avait la foi.
Parce que imaginez qu'il parle, il ne sait même pas s'il est écouté. C'est vrai ça. Ça, c'est quelque chose les premiers, quand on faisait de la radio locale, on a eu le même effet, parce que qui va écouter sur les bandes dont on ne peut pas faire de la publicité? Et qui va écouter l'évangile sur un poste qui est plutôt à vocation d'information? Cet homme avait la foi et il annonce l'évangile avec ce psaume. Il est plein d'espérance. Et moi, je trouve que c'est un pionnier qu'il faut continuer à suivre. Et ça, c'est vrai que c'est un peu l'enjeu quand même. Je lance un petit peu le débat entre nous là. Cette toute première partie des radios dans l'entre-deux-guerres, 1921, 1939, la veille de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas beaucoup de radios. On ne sait pas exactement qui écoute. Mais il y a plein d'expériences. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, cette période un petit peu, mais c'était... on tâtonnait, il y avait peut-être des gens qui ne croyaient pas, des gens qui... Ouais, moi ça me fait penser, et d'ailleurs aussi comme le début des radios libres, donc dans les années 80, un petit peu à cette énergie qu'il y avait il y a quelques années sur YouTube ou sur ces nouveaux réseaux sociaux où il y a vraiment de l'expérimentation, de la création à l'état pur, presque, la liberté créative à l'état pur. Et ça fait un peu penser à ça, même si j'imagine qu'en 1920, 30, 40, il y avait des contraintes techniques extrêmement forte. Et sans doute un ton un peu sérieux. On imagine bien que le pasteur Freddy Durleman... C'était un rigolo. Si on l'invitait sur le plateau de la fête des radios, voilà, il ne nous sortirait pas des calembours toutes les deux phrases. Oui, donc cette période jusqu'en 1939. Et puis il faut le dire aussi, après, la radio, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a servi au meilleur comme au pire. On a très vite compris l'intérêt de pouvoir parler à une masse de personnes. Et du coup, on arrive à la fin de la guerre en 1945 et là, le général de Gaulle dit maintenant, c'est fini, monopole d'État. Et là, on commence déjà presque l'histoire des radios libres, j'ai envie de dire, parce que les radios libres, elles font ce nid sur ce fameux monopole d'État qui au début était vécu comme une reprise de pouvoir, justement pour lutter contre des influences potentiellement négatives, et qui a été, vers la fin, vécu plutôt comme un contrôle excessif du gouvernement. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en étant monopole d'État, à la fois, ça permet de trier ce qui se passe à l'antenne, positivement, mais aussi négativement. Tous ceux qui étaient dans les expressions minoritaires se trouvent privés d'expression, ou en tout cas censurés, à moindre, puisque aujourd'hui, nous, on fait un direct, mais à l'époque, les directs étaient très rares. Donc, on pouvait couper, on pouvait censurer, on pouvait éliminer, et c'est vrai que les chrétiens n'avaient pas forcément beaucoup de place sur ces antennes-là. En tout cas, sur les antennes francophones. Alors justement, là, je vous sens passionné d'histoire. On est chaud, là. Oui, et c'est bien parce que Jean-Luc Gadreau, qui est pasteur et également spécialiste des médias de la radio, eh bien, nous fait un petit récap de l'histoire des radios protestantes notamment. Donc, on part de 1928, le fameux extrait qu'on écoutait tout à l'heure aussi. Et on va jusqu'à nos jours avec Jean-Luc Gadreau. La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio. Jean-Luc Gadreau, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors, les religions, les protestants et la radio, c'est une vieille histoire ? Oh oui, on touche là quasiment même à la genèse de son histoire. Les religions ont en fait accompagné les débuts de la radio, tentant de s'insérer ainsi dans l'espace public de manière très précoce. Les émissions religieuses font ainsi partie des plus anciennes émissions de radio sur les ondes publiques et ont accompagné les transformations techniques et technologiques de ce service public. Elles ont même été au début de la radio une forme de terrain d'expérimentation dans l'utilisation des innovations radiophoniques et les protestants ne sont pas en reste sur la question. Alors justement, à partir de quand peut-on entendre un protestant à la radio ? Alors dès 1928, carrément, le pasteur Freddy Durleman lance son émission La Cause, série de conférences religieuses diffusées chaque jeudi pendant 30 minutes. Et Paris PTT diffuse également dès 1929 6 conférences de carême qui ont été initiées par le pasteur Marc Bugner chaque dimanche à 16h. Des conférences qui avaient vu le jour l'année précédente dans sa paroisse de l'Annonciation à Paris. C'est en 1963 que le service protestant va rejoindre France Culture, qui vient tout juste de naître. L'émission étant ainsi étroitement liée à l'histoire même du service public radiophonique. Le service protestant, qui sera réalisé, il faut le souligner, à partir de cet instant par la Fédération protestante de France, et qui, à ce moment-là, se présente sous la forme d'un culte diffusé en direct depuis l'oratoire du Louvre.
Alors, un culte dans un premier temps. Est-ce qu'il y aura des évolutions par rapport à ce premier produit qui est le culte ? Cette émission protestante sur France Culture s'est présentée pour la plupart du temps ensuite sous la forme d'une courte discussion et d'une prédication radiophonique avec différents pasteurs issus des unions d'églises protestantes rattachées à la FPF chaque semaine. Une formule qui a naturellement évolué aussi par l'élargissement des sensibilités spirituelles des intervenants. Et puis, depuis 2017, une réflexion est lancée plus en profondeur sur la formule à proposer, avec aussi l'objectif de permettre d'accroître le public de l'émission et de le diversifier. Une conformité, en quelque sorte, aussi avec la couleur de France Culture, et puis l'évolution forte dans la manière d'écouter la radio aujourd'hui, avec cette émergence notamment des podcasts. Cette évolution est d'ailleurs en train encore de se concrétiser avec la mise en place d'un nouveau format qui est programmé pour septembre de cette année. On peut sans doute voir là, dans cette évolution de cette émission, comment la prise en compte des mutations du paysage des croyants et de la société peut conduire à des renouvellements aussi de stratégies de communication de la part des églises. La fête de la radio. Un programme créé par la plateforme des radios protestantes. Voilà, donc effectivement, Jean-Luc Gadreau qui nous proposait l'histoire de la parole protestante sur les ondes nationales, notamment, puisque cette parole protestante s'exprime aussi sur des radios associatives. Et justement, on en parle avec notre invité du jour, il s'appelle Joël Attia, et Benjamin Boriès l'interroge pour nous. Alors, en retour de ce sujet, Joël Attia, de Jean-Luc Gadreau, les protestants, les autres religions, on le voit, ont une place sur le service public. C'est une chance pour la société ? Oui, c'est une opportunité pour qu'ils puissent entendre d'autres sons de cloche, si je puis me permettre, en parlant de cloche, d'église. Et je crois que c'est important de pouvoir avoir non seulement pour les protestants, pour nous en tout cas, quand on parle de notre expression, d'être présents pour pouvoir dire ce que nous avons à dire, mais c'est aussi important de pouvoir montrer que nous sommes insérés dans le tissu social et le tissu associatif. On n'est pas à part. La religion, la foi, n'est pas quelque chose qui est séparé de l'ensemble des informations. Nous faisons partie des informations à diffuser. Voilà. Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose parfois qui peut être mal vécu en France, cette mixité entre société, monde laïque, et ce gros mot de laïcité. Mais ce que vous dites, en fait, c'est que quand même, ça nous apporte de s'ouvrir aux autres, de se mélanger, d'entendre une autre parole. Tout à fait. En fait, ce n'est pas seulement diffuser, mais c'est aussi écouter. Parce qu'entre deux émissions, il faut écouter les retours. Et il y en a. Donc, je crois que c'est important de se rendre compte que la radio, c'est pas seulement un diffuseur, c'est aussi un récepteur. Et nos émissions doivent évoluer au fur et à mesure, non pas dans le contenu, mais dans la forme. Par rapport à ce qu'on nous demande. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes, des réformés. Nous gardons le fond, mais nous changeons la forme. Et d'ailleurs, Jean-Luc Gadreau en parle à la fin. Il évoque les évolutions donc, de ce service protestant, de cette présence de la Fédération protestante de France pour les protestants en France, sur France Culture. Au début, c'était un culte en direct à l'Oratoire du Louvre, très très solennel, très très réformé d'ailleurs. Et puis après, un culte en studio avec une diversité. Et maintenant, donc cette nouvelle formule, un peu plus entretien, un peu plus radio finalement. C'est important de se renouveler. Oui, et puis je pense que le support lui-même nous pousse à nous renouveler. D'abord, les premières émissions étaient longues. Il fallait tenir le coup, mais comme il n'y avait que ça, et qu'il n'y avait pas d'autre chose, pas la télévision, je vous rappelle, toutes ces choses-là, les gens restaient à côté de la radio, comme ils allaient à l'église, entre guillemets. Et puis, d'un autre côté, ça a aussi dynamisé un autre domaine de la vie chrétienne, c'est qu'il fallait les supports devaient changer également pour la radio. On a diffusé de plus en plus de musique. Il a fallu adapter la musique. La technique aussi, voilà. C'est en constante évolution. Tout à fait. Le fond et la forme. Ce qui fait que si avant on avait surtout du chant de chorale ou du classique, on va évoluer du violon. On va évoluer vers des musiques jusqu'à, dans les années 80, diffusées grâce à des réseaux comme Sephora ou d'autres supports, d'autres musiques, et alors acquérir un autre public, parce que la musique était aussi un support intéressant pour la radio. Sur la question de la forme et de l'évolution constante, technique, mais aussi de comment parler avec des émissions qui se renouvellent, qui sont un peu dans l'air du temps, j'aimerais bien vous entendre, vous qui êtes responsable, donc Cédric de Radio Arc-en-Ciel et Moïse de Radio Bonne Nouvelle à Bayonne.
Il est certain que aujourd'hui encore, on pourrait se dire ça a changé il y a 40 ans au moment de ces fameuses radios pirates. Il y a 40 ans, on a mis quelque chose en place et depuis, ça tient comme ça. Mais encore aujourd'hui, hein, et d'ailleurs, c'est une association, c'est le principe de radio associative, ça discute, ça débat, comment est-ce qu'on peut faire pour porter les messages qu'on souhaite porter. Et effectivement, il y a des très très grosses évolutions au niveau de nos projets sur le plan technique, mais aussi sur le plan éditorial et on peut le dire journalistique, entre guillemets, pour suivre un peu la... Ouais, c'est sûr qu'on écoute nos éditeurs, on voit aussi ce qu'eux ils ont envie. Mais moi j'avais une question peut-être pour vous, Joël. Est-ce que l'apparition de toutes ces radios libres associatives qui n'avaient pas donc les codes des radios nationales, qui étaient quand même très encadrés, très recadrés, a fait aussi évoluer finalement toute la radio? Pas juste les radios libres, mais aussi les radios nationales se sont adaptées à la nouvelle manière de faire. Tout à fait. Très rapidement, d'ailleurs, les grands réseaux, Europe 1, RTL, ont créé leur propre formule proche des radios locales, avec beaucoup de musique et des interventions beaucoup plus courtes. Dire les choses en peu de mots. Donc ça a fait évoluer beaucoup les radios qui avaient des grandes plages de discussion. Et on va évoluer vers des flashs, des formules en 3 minutes, des choses comme ça. Le très très court. Voilà, le très très court, ou voir le local. Ça aussi, c'est important. Oui. Avant, on avait beaucoup d'informations nationales et très peu de locales. Il fallait chercher ça sur des périphériques. Maintenant, on cherche à faire du lien, on cherche les circuits courts. Mais justement, parlons-en. Parlons de finalement l'histoire de la fondation de Radio Arc-en-Ciel et l'histoire aussi de votre aventure radiophonique. Comment ça a commencé? Comment vous vous êtes dit, allez, je vais faire une radio? Alors, la radio Arc-en-Ciel est née du fait que, fort de l'expérience que nous avions sur une radio pirate d'abord, je me rappelle, ça s'appelait Radio des Gastéropodes, la radio des rampants. C'est comme ça qu'on appelait ça. Parce qu'il fallait passer sous les radars. Ouais, on passait toujours. La première radio, c'était Radio des J'ai cherché parce que je ne trouvais pas sur. Mais alors, est-ce que vous laissiez des traces ou... Pas vraiment. Non, on en bavait, mais bon. Mais le fait d'émettre de manière cachée ou détournée. On s'est rendu compte que d'abord, l'expression protestante était quelque chose qui était apprécié sur les radios pirates. Sur les radios pirates, en fait, les radios pirates, on est d'accord, c'était un milieu un petit peu anarchiste, libertaire, associatif, militant. Et vous avez réussi quand même à apporter des émissions protestantes. Tout à fait. Alors, ce qui était intéressant, c'est quand j'ai commencé mes premières émissions, je vous ai dit, c'était d'abord de la musique, avec une émission qui était une émission de dédicace, parce qu'il fallait maintenir l'antenne. Entre deux, donc beaucoup de dédicaces, beaucoup de petites annonces. Les petites annonces ça marchait bien pour les auditeurs. Hein. C'est pas grave pour l'oreillette, c'est juste pour les sujets. Hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, fort de cette expérience-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait rapporter de plus? Et c'était des radios associatives qui donnaient la parole aux minorités. Aux minorités, alors, pour la petite histoire, le jeudi, nous faisions notre émission chrétienne protestante qui s'appelait Réflexion, juste après une émission qui était faite par des musulmans. Et le samedi matin, nous avions des émissions sauf vers 9h, autour de 9h, 9h à 10h, comme ça, et juste après, les émissions gays. Et on s'entendait très bien, je veux dire, dans le sens que la pluralité de l'expression, c'était aussi le respect. On pouvait ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais c'est pas grave puisque c'est l'expression. On laisse aux gens le choix d'écouter, de ne pas écouter. En radio, c'est facile, vous coupez le ton. Voilà. Et vous ne savez même pas si vous parlez dans le vide. Donc ça a été ça. Et puis, on a vu évoluer plus de militantisme et pour des raisons financières, beaucoup de radios ont été rachetées par des lobbies. Et nous, on s'est dit peut-être qu'un jour, notre expression, parce qu'on a vu d'abord l'expression des autres diminuer, risque de diminuer. Et donc, de là est née l'idée de se dire on va faire un truc à nous. Voilà. Mais l'idée, c'était pas que de faire du protestant, en fait. Ah non, c'était de faire une radio associative avec des programmes de cuisine, de la musique, du rock, pas que de la musique chrétienne. Et ça, c'était vraiment... Pas que de la musique chrétienne. Ah oui, vous êtes un rebelle, Joël Atia. On a été critiqué pour ça. Hein. Oui, c'est un débat dans certaines églises. Voilà, et d'ailleurs, il y a des radios protestantes aujourd'hui encore qui tiennent une ligne 100% musique chrétienne, d'autres qui disent non, il faut trouver des musiques qui ont un sens quand même, qui vont pas contre le message de l'évangile, mais qui sont pas chrétiennes, c'est pas grave. Puis d'autres qui diffusent à peu près tout. C'est vrai que c'est des modèles encore qui sont en discussion. Hein.
on s'est un petit peu glissé sur le public. On a eu un public étranger, donc on a fait des émissions en langue étrangère. On a eu un public jeune, on en a fait. On avait des mères de famille qui nous disaient bah, on écoute. On a fait des recettes de cuisine. Enfin, on s'est adapté, et tout en ayant un centre l'Évangile. Vous aviez quel âge quand vous avez fondé cette radio ? Je calcule, quand elle a eu le droit d'émettre, j'avais 22 ans. Ouais. 22 ans, tout jeune, hein ? Beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités, c'était oui, pas rien ? Une aventure, mais avec, je dirais, la foi des gens qui étaient autour de nous, qui nous servaient aussi de tremplin. Je ne sais pas si c'est là que je peux raconter l'anecdote de l'achat de la table de mixage, mais la première table de mixage... Allez-y, soyons fous. Je l'aime bien, moi, cette anecdote. Ouais. La première table de mixage qu'on a achetée, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait acheter quelque chose pour du long terme. Et les premières radios, on disait ça ne va pas durer longtemps. Et si on n'a pas l'autorisation ? Et si cela ? C'était de l'investissement. Et j'avais choisi l'achat d'une table de mixage qui valait le prix d'une petite Mercedes 190. On m'avait dit, ça coûte le prix d'une Mercedes 190. Je dis, mais ça va durer longtemps. Et comme une Mercedes. Voilà, c'est ça. On roulait en Mercedes à Radio Arc-en-Ciel. Et puis ceux qui payaient, on dit, il y a intérêt, oui. Justement, à propos des intérêts, on paye encore aujourd'hui. Non. Cédric, un petit point financier. On peut payer. Et puis, lorsqu'on a fait l'Assemblée Générale, chacun y allait des expressions qu'on ne connaît plus aujourd'hui. C'est, moi, j'ai un cousin qui fabrique des amplis dans son garage, j'ai quelqu'un qui fait des tables de mixage. Et moi, je tenais ferme, c'était même avant mes 22 ans, je dois avoir une vingtaine d'années. Oui, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai dit non, il nous faut cette table de mixage, absolument. Et puis, on discutait dans une assemblée, une église baptiste du coin, on avait l'Assemblée Générale. Et d'un coup, il y a ce vieux monsieur, Fritz, certains le reconnaîtront certainement, oncle Fritz, qui se lève avec un gros accent alsacien et dit « Joël, combien il manque ?» Je dis « il manque... combien elle coûte ?» Je dis « écoute, à l'époque, c'est 50 000 francs. Hein. J'ai 50 000 francs avec l'alimentation de secours. » Il fait « Ah, bon... Je mets 55 000 et on discute maintenant de l'Évangile. » et ça, c'est... Excellent. Et ce monsieur qui s'en va, qui fait son chèque et qui revient 10 minutes après et dit « Joël, j'ai oublié de payer la cotisation. » Wow. Il dit non, il y a le don et il y a la cotisation, Joël. Et c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. Wow. Et ça, c'est des personnes comme ça qui me disaient même qu'ils n'allaient pas écouter parce que c'était pas du tout leur style de musique. Hein. Mais il dit, mais Joël, il faut annoncer l'Évangile. Et je pense que si ça, c'est notre objectif en premier, le reste vient après. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait les pionniers comme vous, mais il y avait aussi ceux qui y croyaient. Et ceux qui vous ont soutenu. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, des pionniers, il y en a d'autres. Hein. Il y a une célèbre... Exactement. Radio Évangile, que vous connaissez peut-être. Eh bien, justement, on va un petit peu voyager au gré de son histoire et entendre Jean-Michel Salzman qui nous raconte justement l'histoire de Radio Évangile. La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio. Suite à la vision de deux hommes d'atteindre les Français avec le message de l'Évangile, Radio Évangile est créée en 1961 à Strasbourg. L'ancien directeur de l'association, Charles Guillot, nous parle du tout début. Transworld Radio mettait les émetteurs à disposition à Monte-Carlo. Radio Évangile diffusait sa première émission sur ondes courtes. C'était le premier maillon d'une longue chaîne. Jacques Bonicel, ancien régisseur de Transworld Radio à Monaco, nous raconte. Notre vœu était de donner à Radio Évangile la possibilité d'atteindre notre pays avec une équipe dynamique et un programme varié, mais fondamentalement évangélique. Paul Vandenbroek, ancien administrateur de l'association complète. Un prodigieux moyen que Dieu a mis à notre disposition pour une proclamation internationale du salut qui est en Jésus-Christ. Aucune frontière n'y résiste. Quelle passionnante aventure. Utilisant plusieurs émetteurs dans le monde, Radio Évangile atteint rapidement l'outre-mer et l'Afrique. Les courriers arrivent de 40 pays différents. Mais à partir de 1981, le travail de Radio Évangile va s'étendre. On retrouve Charles Guillot. Il y a donc eu l'arrivée des radios locales privées avec toutes les possibilités d'annonce de l'Évangile dans tellement d'endroits de notre pays. Il ne fallait pas manquer l'occasion de collaborer avec ces associations décidées à transmettre par des émetteurs régionaux le message du Christ. Studio 2 sera notre service de production et le moyen d'aider ceux qui se sont lancés dans ce travail. Radio Évangile sera présente pendant des années sur les fréquences de RMC, de RF Mainflingen ou sur les satellites, puis de 2006 à 2011 via la web radio Éclaircie. La suite, c'est le président actuel de l'association, Didier Roca, qui nous la raconte. Il y a un peu plus de 10 ans,
alors que RMC avait supprimé les émissions de Radio Évangile de ses antennes, nous nous trouvions soudain sans avenir. Plus de projets et un déficit financier abyssal avait conduit l'Assemblée générale à demander la dissolution de l'association. C'est alors que nous avons pris conscience que nous avions un vrai trésor en notre possession. Toutes les archives de Radio Évangile, près de 50 ans de bandes sonores enregistrées. C'est ainsi qu'est né le site internet Trésor Sonore, là où chacun peut trouver en libre écoute des messages, des conférences, des témoignages, des chroniques et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, ce sont près de 16 000 fichiers sons qui sont disponibles sur notre site. Ayant étendu son domaine d'action notamment avec la naissance du collectif Rescapé, l'association change de nom en 2017 et devient Trésor Média. Mais la mission principale reste la même et se définit désormais sous ce slogan « Écoutez, racontez, diffusez l'Évangile ». La fête de la radio. Un programme créé par la plateforme des radios protestantes. De retour sur ce plateau de la fête de la radio, ce premier plateau. Moi, je trouve que c'est impressionnant, cette histoire qui se passe, entre guillemets, que 40 ans d'histoire, que 40 bougies qu'on fête aujourd'hui pour les radios libres. Et tellement de choses qui se sont passées, tellement d'évolutions technologiques, tellement de projets, tellement de personnes qui se sont engagées. Et vous en faites partie. Joël Attia, vous nous racontiez tout à l'heure justement la création de Radio Arc-en-Ciel à Strasbourg, donc dans les années 80. Et à quel point, effectivement, c'était la création, de la liberté de créer aussi à l'état pur. Et on va continuer à en parler justement de cette aventure de Radio Arc-en-Ciel et puis des radios en fait, de comment ça s'est passé pour fonder cette radio, pour fonder les radios libres et la suite de l'aventure. Je vous présente quand même ce bouquin, Ces instants T qui changent une destinée. Donc c'est Jean-Michael Salzman qu'on a écouté sur ce sonore qu'on a entendu là sur l'histoire de Radio Évangile. Et ça, c'est l'histoire un petit peu de Rescapé, cette aventure un peu parallèle de Radio Évangile, mais c'est un livre qui vient de sortir, voilà, aux éditions Viens et Vois. Joël Attia, Radio Évangile, c'était un partenaire que vous connaissiez ? Alors oui, on a eu la chance à Strasbourg d'avoir eu Radio Évangile, mais j'étais tout petit et je dois avouer que je n'écoutais pas. En tout cas, les émissions à 4h du matin, là je dormais. C'est bien. Voilà, c'était plutôt bénéfique. Mais j'ai eu le bénéfice de rencontrer Charles Guillot et puis une partie de l'équipe dans les années, on va dire, de formation. Lorsque, au tout début, on en était encore aux photocopies des statuts pour essayer de décider les églises de Strasbourg de participer, parce que le projet n'a jamais été séparé de l'association aux églises. Et donc, lors d'une visite de Radio Évangile à quelques kilomètres de Strasbourg, dans un restaurant sans alcool, il faut le signaler aussi, c'était que des gens exceptionnels, des gens qui, en Alsace, font un restaurant sans alcool. Ouais, et sans viande non, non, la très très bonne, la viande, très bonne. La viande. Le vegan, il ne fallait pas en parler, là, voilà. Mais rencontre avec Charles Guillot, juste à la fin de sa rencontre, et je lui explique notre projet, nous étions deux, et il nous dit « Ok, on suit ». On suit, ça veut dire quoi? On donne des sous, on donne un soutien financier? Ils pas de sous, ils n'ont jamais eu de sous. C'est eux qui ont demandé des sous. Non, ils nous ont dit ça voulait dire quoi? Voilà, non, c'était on vous soutiendra. Il y avait une fête de Radio Évangile qui était à Strasbourg régulièrement, comme ça. Ouais, et donc, on parlera de vous, on diffusera et on dira qu'on appuie. Et on a eu ce soutien comme ça. À cette époque, en fait, il y a déjà un petit réseau des radios protestantes ou des radios amateurs ou des passionnés de radio. Alors, il commence à y avoir dans les années, je pense, autour des années 82, il commence à y avoir quelques radios. Il faut savoir une chose, c'est que ça représentait beaucoup d'argent, les radios. Et la plupart des premières radios ont été créées pour exister un certain nombre d'années. Personne ne croyait qu'on allait survivre. Parce que ça représentait beaucoup d'argent. Oui. Après, pour des raisons financières, l'État nous a... Oui, c'était un pari. C'était un pari. Certains disaient ça va disparaître, voilà. Ces radios, là, ça va jamais marcher. On fait de la radio, c'est la mode, on est dessus et on se sépare après. Et donc, il y a eu quelques radios en Alsace, entre autres, qui sont apparues, à Paris, un peu partout, qui sont apparues. Et on s'est fédérés dans les années 80... Je pense 84, c'était la première rencontre de cette... en septembre 84. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Il y avait des gens comme... Euromédia, des gens avec des gros moyens qui sont venus essayer de nous soutenir dans le projet, parce que financièrement, tout le monde en cherchait. Euromédia, grande société audiovisuelle, qui a été fondée par des chrétiens, puis qui s'est plus orienté vers le milieu séculier. Tout à fait. Ils sont orientés vers le milieu séculier, mais aujourd'hui, ils sont partenaires de Sage, un diffuseur de vidéos. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, on a fait connaissance. Moi, j'étais un jeune là-dedans, à 19, 20 ans. Vous arrivez là-dedans...
il n'y a que des gens qui parlent entre adultes, on va dire comme ça. Mais il y avait déjà à la fois la volonté de s'unir pour pouvoir soutenir nos dossiers. Il y avait besoin d'avocats, besoin de juristes pour bien soutenir les dossiers qu'on déposait, parce qu'il fallait voir l'épaisseur des dossiers qu'il fallait déposer pour avoir une autorisation, parce qu'on voulait être en règle. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi vu des dissensions entre les églises, entre les objectifs. Certaines, c'était plus un organe d'une église locale. D'autres, c'était presque faire du social, on va dire. Et les autres, c'était vraiment diffuser d'une manière collective et présenter un front commun. L'évangile, nous n'étions pas propriétaires de nos auditeurs, mais on avait besoin du soutien des églises pour remplir la grille et pour donner la diversité. Et justement, ça, on va en parler tout à l'heure en fin d'émission de cette question de la diversité des églises et comment les radios ont pu un peu réunir des gens qui ne se côtoyaient pas entre chrétiens. Mais j'aimerais quand même rebondir auprès de Moïse et de Cédric sur cette question du réseau. On voit que Radio Évangile, avec d'autres médias et d'autres radios dès les débuts, ont lancé une sorte de plateforme, une sorte de réseau. C'est important pour vous aussi aujourd'hui d'appartenir à des réseaux, d'appartenir à la plateforme protestante des radios ? C'est vrai, comme le souligne Joël Attia, donc c'était vrai dans les années 80 qu'il y a 24 heures de programme à faire pour la plupart des radios. Donc c'est vraiment, si on veut faire de la qualité, c'est énormément de travail. Voilà, donc ça nécessite des professionnels engagés dans les structures, ça nécessite aussi tout un tissu associatif qui vient gérer et générer ce programme. Effectivement, être ensemble, trouver des synergies, ça aide à faire tout ça bien, le mieux possible. Ouais. Et c'est sûr que c'est toujours vrai aujourd'hui, on a toujours 24 heures dans les journées, donc toujours des programmes à remplir. Waouh. Pas d'inflation, Et ça, c'est la nouvelle de la fête de la radio. Écoutez bien, il y a toujours 24 heures dans la journée. Voilà. Même le Covid n'a pas changé ça. Même le Covid. Pas encore. Il y a des choses immuables, quoi. Il y a des choses immuables. Mais sinon, on serait pas là aujourd'hui non plus. Ça serait dur, fêter tout seul, c'est jamais très marrant. On est quand même bien content aujourd'hui de pouvoir se retrouver pour fêter ensemble. On est au moins 4. Réseau, Alors, au passage, on peut dire, toi tu joues à la maison, on est chez toi. À Strasbourg, oui. À Strasbourg, toi tu viens du Pays Basque. Pays Basque, de Bayonne. Enfin, voilà, tu as traversé la France en diagonale, quoi. Toute la France, ouais. Voilà, moi je viens de Paris. Il y a personne n'est parfait. Pardon. Alors, quand je dis moi je viens de Paris, je précise quand même, je suis niçois à la base. Voilà. Ça va alors. Voilà, c'était une bonne chose. Il fallait le dire tout de suite. Voilà, me chauffez pas, sinon je vais vous parler en niçois. Donc voilà, il y a quand même cette diversité. C'est vrai qu'on se retrouve pour faire la fête, pour apporter nos différences. Et c'est vrai que c'est important parce que Cédric tout seul dans son studio, la fête des radios. Ça aurait été moins festif. Un tout petit peu moins. Mais c'est de grande qualité. C'est ça. Voilà, et du coup, alors je vous propose d'enchaîner puisque le temps passe, il n'y a que 24 heures, n'est-ce pas ? Et nous, on a une émission qui dure 1 heure. Voilà, et je vous propose effectivement cette fois-ci d'entendre la création d'une autre radio. Cette fois-ci, on est à Paris justement avec Fréquence Protestante. Et là, c'est une radio qui, elle, est née du croisement entre luthéro-réformé et évangélique. Et du coup, c'est Michel Vaquin, son président, qui nous raconte. La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio. Michel Vaquin, bonjour. Bonjour Benjamin Bory. Vous êtes le président du conseil d'administration de Fréquence Protestante. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots la création de cette radio ? Alors la création de Fréquence Protestante remonte à 1984. C'est l'époque où le gouvernement socialiste de l'époque libère les radios dites libres pour leur donner un statut juridique et en faire des radios associatives. Alors ce statut sera définitivement finalisé dans la loi de 1986, dite loi Léotard. Alors là, vous nous avez parlé du côté fréquence, et si on parlait maintenant du côté protestante, quel était le projet au niveau de la parole protestante sur la radio, et quelles étaient les églises impliquées ? Alors, je viens maintenant au côté protestant, puis pour vous dire que la radio a été créée par des pasteurs de la Fédération protestante. Donc d'entrée de jeu, c'était un projet fédératif, avec donc des réformés, des luthériens et des baptistes. Et alors, c'est toujours le cas aujourd'hui, puisque les 3 églises fondatrices principales sont toujours au conseil d'administration de Fréquence Protestante.
Alors, quel était le sens, et quel est le sens encore aujourd'hui de cette diversité ? Bon, il s'agit évidemment de montrer la diversité de pensée, de sensibilité au sein du protestantisme. Nos émissions se divisent en gros en 3 tiers. Hein. Premier tiers, c'est tout ce qui est théologie, spiritualité, religieux. Et là, évidemment, les sensibilités sont différentes suivant qu'on parle des uns ou des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai aussi dans les 2 autres tiers, puisque tout ce qui est communication sociale de proximité, on trouve par exemple les associations. Beaucoup de ces associations sont plus ou moins affiliées à une de nos églises. Et même dans les aspects culturels, que ce soit la musique, les expositions, on trouve là aussi des sensibilités différentes. Par exemple, on a des évangéliques qui, bien qu'ils ne soient pas membres fondateurs de la radio, viennent. Le type de musique ou d'émissions musicales qu'ils peuvent faire est différent de ce que font les églises historiques. Est-ce que vous pouvez nous partager un défi de Fréquence Protestante aujourd'hui pour faire le lien avec l'avenir ? Oui, alors les défis, ils ont toujours été nombreux au cours de l'histoire et ils le sont toujours aujourd'hui, mais le défi principal, c'est la mutation qui est en train de se produire avec l'entrée dans le monde de la radio numérique terrestre, hein, le DAB+, dans lequel donc nous avons une autorisation d'émettre depuis maintenant quelques années, confirmée en janvier de l'année dernière, et avec un changement important puisque en modulation de fréquence, nous sommes en partage d'antenne 3 quarts, 1 quart avec Radio Notre-Dame, alors qu'en DAB, ça ne sera plus le cas, ça n'est plus le cas. Et nous sommes donc maintenant amenés à émettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors le défi, c'est évidemment d'y parvenir, non seulement en gardant nos 300 000 auditeurs fidèles que nous avons actuellement, mais si possible en gagnant d'autres, voilà. En nous développant. Voilà. Le défi Merci qui beaucoup. nous attend. Voilà. Merci beaucoup, Michel Vaquin, président du conseil d'administration de Fréquence Protestante. Eh bien, merci à vous, Benjamin. La fête de la radio. Un programme créé par la plateforme des radios protestantes. Voilà, Benjamin, un programme que tu avais pu enregistrer, une petite capsule sonore que tu avais pu enregistrer avant cette émission. Il n'y a pas eu une duplication. Tu n'as pas un frère jumeau qui traîne dans les coulisses je ne sais pas si j'avais la même chemise. Non, j'ai pas changé de chemise entre-temps. Voilà. Ça aurait été rapide. Ça se sent. Et donc, Fréquence Protestante, donc c'est l'une de ces fameuses radios associatives protestantes à Paris, et donc pour vous donner un chiffre, il y en a 27, 28 qu'on retrouve sur le territoire français, en métropole et outre-mer. Hein, donc voilà, pour que vous ayez une ordre de grandeur de quoi on parle aujourd'hui lorsqu'on évoque des radios associatives dites protestantes. Alors on continue avec notre invité pour fêter la radio, Joël Attia justement qui a fondé l'une de ces radios protestantes, et quelle aventure, quelle histoire. Oui, alors c'est la fête de la radio, vous l'aurez compris. Et nous, on fête les radios protestantes. Alors, du coup, je vais partir sur 2 axes. Le premier, la fête de la radio. On a entendu dans ce son 1986, loi Léotard, qui fixe le statut des radios associatives. Parce que 80, libération des ondes, on peut, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation. Ça a changé quoi, le fonds de soutien aux radios Alors, ça a donné un gros punch, on va dire. Ouais. Dans le sens où on a pu renouveler du matériel, on a pu avoir souvent des gens à plein temps. On avait avant des objecteurs de conscience qui venaient travailler, ou des années diaconales aussi qu'on a eu. On a eu toutes sortes de contrats. On a pris tout ce qui venait. Nous, on avait envoyé quelqu'un en formation, dit tu nous trouves tout ce que tu peux trouver pour nous ramener du monde. D'ailleurs, ça change pas trop. T'as combien de services civiques en ce moment? Oui, toujours toute une équipe de gens qui viennent faire une mission de service civique. Voilà. Donc ça, et puis ça nous a permis donc de trouver des moyens aussi publicitaires, d'être un peu plus crédibles. Donc on a amélioré la qualité. Oui. On a été plus crédible, et ça a eu aussi un impact sur nos soutiens. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait du côté, comment on va dire, fédératif.
Bien de ce qu'on est devenu crédible pour les gens qui étaient en marge, voilà, et qui sont venus nous soutenir un petit peu plus. Ça n'a pas toujours été simple, hein, parce que bon, le milieu protestant est un milieu qui est uni par sa division, ou sa multiplication, pardon, j'ai fait un lapsus. Tout à fait. Un lapsus volontaire. Justement, c'est là-dessus où je voudrais en venir. On a entendu donc Michel Vaquin, président du conseil d'administration de Fréquence Protestante. Ce projet-là, d'emblée, c'était un projet fédératif. D'ailleurs, la fédération protestante était impliquée, ça a été rappelé. Luthéro-réformé et baptiste. À cette époque, ça n'allait pas forcément de soi. D'ailleurs, aujourd'hui, ça ne va pas toujours forcément de soi, même s'il y a eu beaucoup de choses. Comment ça vous parle dans votre histoire, les différentes églises, les différentes tendances, les contrariétés ou les belles rencontres? Alors, dans les contrariétés, ça a été d'abord de trouver un soutien, parce que nous ne voulions rien faire sans le soutien des églises. Nous ne sommes pas, Radio Arc-en-Ciel n'est pas une église. Ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Pas le porte-voix d'une église. Voilà. Nous sommes là au service de l'évangile, les églises étant normalement les lieux où on développe l'évangile, j'espère, en tout cas, je suis pasteur, je l'espère aussi. Nous avions vraiment le désir d'être représentatif des églises et surtout de pouvoir donner la parole au maximum de personnes. Dès le départ, ça n'a pas été simple. On va dire d'un côté, on avait un groupe, de l'autre côté, on avait un autre groupe et un troisième qui se créait. On a pu bénéficier quand même à Strasbourg d'une histoire quand même de proximité des églises. À Strasbourg en particulier, même historiquement, j'allais dire, dans toute l'histoire, depuis Calvin, j'allais dire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des fois des réticences. Et puis après, ce que j'ai trouvé beau, ça c'est le côté difficile, les réticences, surtout quand on est jeune, on ne comprend pas forcément tout ça. Et ensuite, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu le pasteur de l'église méthodiste de l'époque qui m'a appelé chez lui et qui m'a serré dans ses bras. C'est un ancien boxeur, il faut dire. Imaginez, bon, moi je ne suis pas trop... Voilà, mais lui, c'était un ancien boxeur. Boer, je crois qu'il s'appelait le pasteur Boer. Vous voulez dire oui, amen, c'est ça? Oui, amen. Surtout que, imaginez, vous arrivez chez lui directement là où il habitait. Parce qu'il y avait de la résistance à la base de la part de ce pasteur, oui, il y avait de la résistance, et puis il m'a serré dans ses bras, il me dit « Joël, je te demande pardon, j'avais peur de perdre des ouailles. » Ah ouais, en fait, en les envoyant à la radio pour donner un coup de main. Comme ça. Et donc il m'a dit « Non seulement je soutiens, je vais en parler, mais je te donne un responsable. » Et comme c'était amusant, il m'a donné le nom d'un responsable local qui était mon correspondant, et c'était mon ancien instituteur. Ah ouais, voilà. Et donc, ça a été une joie de le retrouver. Il dit, lui, je suis content de voir comment l'évangile évolue, et en parlant de moi, même si j'avais les cheveux très longs à l'époque, et lui, très, très courts. Et puis, il y avait aussi quelqu'un qui avait aussi des idées très courtes, entre guillemets. J'ai eu affaire au pasteur de l'église de Pentecôte à l'époque, pasteur Hébert, qui au début était très réticent. Et puis, lorsque je lui ai dit, mais tu sais, voilà ce qu'on va faire, je lui ai expliqué le projet. Il y a eu des personnes dans ton église qui essaient de participer. Il me dit, écoute, je vais prier. Et quand il est revenu, écoute, on participe, on rentre dedans. Et tout ça a rajouté... Ça, c'est des petites victoires. Voilà, ça, c'est des victoires. C'est pour ça que je parle moins des difficultés, parce qu'en fait, les difficultés, elles sont aussi financières. Au début, je me rappelle, tout mon argent de poche passait dans les photocopies. Ça ne sert à rien, de photocopies. Mais s'il n'y avait pas de statut, on peut rien déposer. Et puis quand même, c'était aussi un lieu où les protestants se rencontraient, chacun dans son église, ils ne se côtoyaient pas beaucoup, et puis là, ils se croisaient dans les studios de la radio. Alors, vous vous doutez que, par exemple, un des points d'accroche, c'était l'évangile, mais un des points de difficulté, c'était l'expression de l'évangile. Oui, quel évangile? Le mien, le tien, celui de Pierre, de Paul. J'ai dû arbitrer des choses qui étaient assez incroyables. Deux responsables d'émissions différentes, enfin, un a accusé l'autre d'avoir passé de la musique satanique. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez encore ces débats aujourd'hui? Est-ce que vous croisez aussi les églises dans vos radios? Oui, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que, je ne sais pas si c'est lié peut-être aux nouveaux moyens de communication, d'expression. Je crois que les gens se connaissent quand même beaucoup mieux, se comprennent quand même beaucoup mieux. Et du coup, il y a moins de surprises ou de mauvaises surprises ou de positionnement qui ignoreraient complètement la position de l'autre. Pour toi aussi, mais on a toujours des gens qui nous appellent en nous disant qu'on a passé de la musique satanique, peut-être pas satanique, mais très mondaine, avec comment des chrétiens peuvent. Et alors, comment tu réagis, Moïse, dans ce cas-là? On leur dit, écoutez, la radio, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas juste faite pour les chrétiens, en fait. Donc, l'idée, c'est pas juste de faire un culte, comme peut-être on faisait autrefois, mais l'idée, c'est d'apporter aussi une diversité qui font que les non-chrétiens peuvent se sentir à l'aise. Et je pense que c'était un peu ce que vous avez au début. On est plus sur l'auditeur qui va nous écouter que de satisfaire des théologiens qui parler à tout le monde, raison.
Ah non, mais il y a eu des histoires incroyables. Hein. Par exemple, lorsqu'on a fait des reportages sur de la musique séculière, entre guillemets, et nous, je ne sais pas si ça se passe encore comme ça aujourd'hui, mais on devait envoyer un questionnaire, les questions qu'on voulait poser, par exemple à Moustaki ou à Marillion, un groupe de hard rock canadien. Et on envoyait les questions, et après on nous choisissait, les radios, pour pouvoir intervenir ou pas. Et on a toujours été choisis, à une époque, parce qu'on avait des questions extraordinaires. Par exemple, vous parlez de Dieu dans vos chansons, groupe de hard rock Marillion. Est-ce que vous avez quelque chose contre Dieu? Vous êtes pour Dieu? Et donc, on a été choisi à la place des fois de grands médias. Question de fond, question un peu existentielle. Et on a eu des gens, Moustaki ou d'autres personnes, qui sont venus dans nos studios parce qu'ils disaient, mais vous avez des questions qui sont différentes des autres. Et je crois que notre but, c'est pas simplement d'exprimer l'évangile, mais c'est de le vivre. C'est encore, je crois, la saveur des radios protestantes et des radios associatives d'une manière générale aujourd'hui, eh bien, c'est d'apporter un contenu qui est différent. Qui est différent, et qui ne cherche pas une optique commerciale, hein, puisqu'il n'y a pas de publicité ou peu de publicité. Et tout de même, ça amène une grosse différence en termes de fond. Jolatia, on a une petite surprise. Oh. Oui, une petite surprise pour vous. Apportez le gâteau, allez. C'est ça, un ami que vous connaissez et qui vous pose une question mystère. C'est tout de suite. Bonjour Joël, c'est Jean-Luc Gadreau. Alors on a des points communs, on se connaît bien, et puis on a connu ces débuts de la radio, les années 80, 81, là c'est première radio libre, et puis nous on était tout jeunes, passionnés, avec des convictions fortes, des envies. Moi j'ai envie de te poser une petite question justement sur tout ça, ayant connu cette période de ces fameuses radios libres, comme on disait. Aujourd'hui, quand tu écoutes la radio, et quand tu écoutes des protestants à la radio, est-ce que tu as le sentiment finalement qu'il y a toujours cette liberté de ton? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire les mêmes choses? C'est quoi ton sentiment sur le protestantisme à la radio aujourd'hui en 2021? Un ami qui aime bien poser des questions pièges, hein, Joël Attia. Oui, c'est d'habitude, je lui pose des questions pièges, c'est son tour, chacun son tour. Alors Jean-Luc, pour te répondre en quelques mots, je trouve qu'aujourd'hui, à la fois, on est moins incisif qu'à une époque, peut-être parce qu'on ne savait pas combien de temps on avait devant nous. Donc, quand tu as peu de temps, tu dis les choses plus rapidement, tu les étales pas. Donc peut-être de ce côté-là, quand j'écoute certains émetteurs, je trouve qu'on est assez... on va dire, on est devenu plus formaté, consensuel des fois, voilà. D'un autre côté, je suis très content parce qu'on s'est adapté assez rapidement. Il y a les réseaux qui se sont formés, les différents réseaux auxquels vous appartenez ou avec lesquels vous participez. Et je crois que c'est important de voir ça. Ça, c'est positif pour moi. Le côté un peu plus, des fois, consensuel, peut-être plus généraliste. On a un peu dilué, des fois, l'évangile. Je peux le comprendre, hein, d'un point de vue technique, tout ça. Mais n'oublions pas on ne sait pas combien de temps les gens vont entendre la radio, entendre nos émissions. Donc, savoir dire les choses en peu de mots, on a dû l'apprendre, continuons à le faire, mais disons les choses, quoi, voilà. Et votre réaction, du coup, aussi, sur la liberté, ça vous fait pas rêver, cette période des radios libres où on pouvait un peu tout dire, on lançait le truc et c'était parti? Oui, moi, ça me fait un petit peu rêver, ce côté pionnier, ce côté... on marchait complètement sur un terrain où il n'y avait pas de traces de pas. On était sur la Lune, hein, Neil Armstrong sur la Lune, et on créait les premières empreintes, un peu comme ces youtubeurs qui ont défriché YouTube. Là, c'est peut-être plus notre génération qui avons connu ça. Et voilà, donc c'est vrai que ça, c'est passionnant. Et aujourd'hui, c'est vrai que la radio, tout est très structuré, tout est très en place. Il y a moins cette notion, mais il y a quand même un espace de liberté extraordinaire pour créer à la radio. Oui, il y a une grande liberté. Après, c'est vrai qu'il y a ce cadre. Il y a, je me rappelle, à plein de réunions de fédération où ils nous disent, voilà, la radio, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut passer la météo, il faut passer ceci. Et c'est vrai que des fois, on a tellement de recettes déjà faites qu'on a du mal à y mettre notre grain de sel. Pas de météo aujourd'hui, c'est bon, c'est décidé. Il fait beau, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que parfois, on entend des dogmes comme ça. La radio, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils veulent écouter ça, ça et ça. Alors, pour la météo, nous, au Pays Bayonne, il fait toujours beau. On annonce que du beau temps. C'est pas ça, parce qu'entre la mer et la montagne, en fait, aucune météo ne sait quelle est la météo. Donc moi, je fais un programme météo sans regarder la météo. et ça marche. C'est ça qui est fou, c'est que des fois, ça marche mieux que la météo. On doit mouiller. Mais bon, il faut habiter au Pays Basque. Tu fais un petit peu des directs dans ta radio, Moïse? Alors, pas énormément. Pas énormément, ouais. C'est vrai que je pense que, et c'est un peu ça aussi qui nous manque,
vu qu'on a énormément de matériel derrière nous, on a des ordinateurs, on a énormément de moyens pour diffuser et aussi pour éviter être toujours sur l'antenne, des fois ça nous piège un peu. Et du coup, dans notre radio, on a perdu l'habitude du direct, on est en train de la regagner, mais c'est pas forcément évident, et vu qu'on peut faire autrement, on n'apprend pas aussi vite que je pense Joël a pu apprendre dans les années 80. Il y avait quelque chose avec la magie du direct, Joël ? Oui. Et puis il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne savait, bien sûr, pas qui nous écoutait. Déjà en Radio Pirate, on ne savait pas qui nous écoutait, on avait quelques retours. Mais en tout cas, on savait qu'on parlait à des gens qui ne connaissaient pas le message qu'on annonçait. Et c'était intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, quand on était sur Radio Bienvenue, avant qu'on ait notre émetteur propre, j'ai eu des invités, parce que on avait 2 émissions, une émission le samedi matin qui s'appelait Écoute Matin et une émission qui s'appelait Réflexion. Donc je n'étais pas tout seul, il y a des adultes, oui c'est ça, pour moi. Il y avait des gens plus vieux que moi, qui avaient l'âge que j'ai maintenant pratiquement, et qui m'encadraient, qui venaient compléter des émissions, parce qu'on ne pouvait pas faire toute l'émission, même si le jeudi, on n'était que 2 à le faire, mais le samedi matin, on était plusieurs. Mais j'ai eu le représentant de l'Angleterre qui est venu, j'ai eu un boucher, j'ai eu un secrétaire d'État qui venait discuter sur un émetteur qui avait peu de chances d'être écouté par beaucoup de chrétiens, on va dire comme ça. Et après, ça discutait, quand c'était d'obédience plutôt obédience homosexuelle, on discutait ensemble, c'était passionné et passionnant, parce qu'on devait réapprendre à connaître l'autre et vice-versa. Quand ça a été avec les gens plutôt écolos, on donnait notre avis. Voilà. Et y avait, tout le monde est accepté, par contre, le débat était clair. Chacun disait ce qu'il pensait. Tout à fait. Et donc, on a ce côté direct, ce côté spontané. Alors, quand on réécoute... Un peu grain de sel, parfois ? Oui, même grain de sable. C'est pas même. ça quoi. C'est grain de sel pour donner du goût, mais grain de sable pour... C'est pas ça qu'on a perdu un peu, Cédric. Moi je suis totalement d'accord avec ça, mais ça, je pense que ça dépasse les radios aujourd'hui. C'est mon avis tout à fait personnel, où j'ai l'impression effectivement que le fait de faire attention à ce qu'on dit, à ne pas blesser les autres, c'est très bien, il faut le faire, mais des fois ça vient tuer le débat, ou ça réduit le débat à des punchlines, à des successions de punchlines, et vas-y, tu as dit ça, comment a-t-il osé dire ça sans se pencher sur le fond des choses. En fait, ça manque cruellement. C'est soit pas du tout, soit trop, quoi. Oui. C'est ça. Donc moi, je trouve ça, c'est un peu aseptisé aujourd'hui. Nos débats, d'une manière générale, c'est un petit peu mon sentiment. Eh bien, merci Joël Attia. On n'est pas encore au bout, mais on est au bout dans 2 petites minutes. Est-ce qu'on est au bout de nos questions ? En tout cas, on a fait le tour. On est au bout. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Une belle histoire, en tout cas, en fait, on le rappelle, les 40 ans de la libération des ondes. Donc, c'était il y a 40 ans, effectivement, où le monopole d'État a cessé et que ces fameuses radios pirates qui œuvraient à l'époque, des mobylettes qui pouvaient émettre, des immeubles avec des antennes installées par des associations ou simplement des groupes de personnes qui émettaient, qui proposaient un programme. Ça, c'était la joyeuse aventure des radios pirates. Et effectivement, il y a 40 ans, tout ça a commencé à être encadré et autorisé par l'État. Et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, ça a dessiné le paysage radiophonique comme il existe aujourd'hui. Donc on fête ces 40 ans, on fête aussi les 100 ans de la première émission radio. Là, c'était au niveau de la Tour Eiffel. Voilà, donc c'était la fête et c'est la fête toute cette semaine. Et oui, donc on vous retrouve demain forcément pour un nouveau plateau, un nouvel invité. Et à continuer bien sûr à échanger, à discuter, à dialoguer autour de la radio et plus si affinité. Donc surtout, restez bien avec nous. Puis il y a des publications Facebook, il y a plein de choses à aller voir. Donc si vous nous avez entendu sur la FM, vous pouvez regarder également ces émissions. Joël Attia, un grand merci. Pour conclure, j'aimerais citer cet petit exemple que vous avez donné. En 1984, il fallait acheter une table de mixage. Internet n'existait pas. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu écrire des courriers en Italie pour se procurer allons-y pour écrire les courriers, allons-y pour traduire, allons-y. Donc juste pour un instant pour se remettre dans les baskets d'une personne il y a 40 ans qui crée une radio. Voilà, Internet n'existe pas, il faut constituer son matériel. Il n'y a pas de fabricant local, ça n'existe pas à la radio à l'époque. Pour tout le monde, pour monsieur tout le monde. Chez les Italiens, oui, mais pas chez nous, non. Et donc, il faut s'improviser. C'était l'esprit des brouilles, quand même. C'est ça. On peut le dire. Merci beaucoup, en tout cas, Joël Attia, pour cette expérience, une partie de cette expérience qui nous a été livrée aujourd'hui pour ce plateau de la fête de la radio, cette émission spéciale. Vraiment, on est très reconnaissant de votre témoignage. Avec joie. Merci Moïse, merci Benjamin. On se retrouve pour continuer nos aventures. Et puis, un site internet à annoncer aussi. Oui, bien sûr.
www.radioprotestante.fr et là il y a toutes les informations sur cette semaine, sur ces 5 plateaux et puis aussi sur ce que les radios vont proposer sur leur antenne puisque chacun aura sans doute aussi son petit programme. Ouais, donc voilà, vous voulez du programme et vous voulez du replay, eh bien rendez-vous sur ce site radioprotestante au pluriel.fr. Au pluriel, puisqu'il y en a 27 qui font la fête. Et on les voit, elles sont toutes là, regardez, là, elles sont affichées en bas. C'est ça. Allez, à demain du coup pour poursuivre ces émissions spéciales. Bye. La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.